Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief du Grand Prix moto, du Grand Prix de France au circuit des 24 heures du Mans moto, circuit Bugatti, pas le circuit des 24 heures auto. On prenait pas la ligne droite des idiots d'hier. Bien entendu, pour ce Grand Prix de France moto GP. Je devais vous indiquer également que oui, je n'ai pas fait les vidéos Moto 2 et Moto 3 de Misano, également de la Catalogne, mais je n'ai pas eu le temps. Ces vidéos-là font toujours moins de vues sur la chaîne, les Moto 2 et Moto 3. Donc pour le moment, le cyclisme fait des vues. Donc je me suis concentré sur le cyclisme, sur la F1 et sur la MotoGP en priorité, et les audiences également. Et bah oui, on a négligé un petit peu ces catégories Moto 2 et Moto 3, mais ça reviendra. Le souci, j'avais dit en début d'année que je faisais tous les grands prix, sauf qu'au début d'année, quand j'avais dit ça, c'était au mois de janvier, qu'au mois de janvier, le coronavirus, on s'attendait pas à cet effet-là, qui soit aussi important, surtout pas sur le monde du sport, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça, et les grands prix moto télescopés avec les grands prix F1, tout est condensé en 3 ou 4 mois, il faut quand même le dire. C'est très compliqué à gérer en termes de planning. Très clairement, je sors là en ce moment, je suis à 3 vidéos par jour, un truc comme ça. Minimum, je suis à 2 vidéos lors des grands tours, mais si je suis comme ça, à ce rythme-là, depuis quasiment fin mai, je crois que j'ai commencé avec ce rythme de 2 vidéos par jour. Il y a eu la pause où j'étais pas dispo en août. Mais je me suis pas vraiment reposé à ce moment-là non plus parce que j'ai des trucs à faire. Donc c'est un enfer à gérer. Donc c'est pour ça que la Moto 2, la Moto 3 ça saute. Je vais tenter de reprendre, mais je vous promets absolument rien actuellement sur la Moto 2 et la Moto 3 je sais que ça fait en moyenne, pour vous expliquer, aujourd'hui la moto sur la chaîne ça fait une dizaine de vues par vidéo, ce qui est un petit peu terrible à regarder à chaque fois. Donc pour le moment, voilà, on fait une petite pause. Peut-être qu'on arrivera à reprendre un jour de manière beaucoup plus importante au niveau de la Moto 2 et de la Moto 3. Du côté de la moto, Grand Prix. Pour revenir, le Grand Prix du 24 je vais pas y arriver, le Grand Prix de France qui a été très animé avec de la pluie, qui est arrivé juste avant le départ de la course, qui nous animait tout ça, ce qui fait qu'on est parti avec les pneus pluie, alors que les voitures, les motos avait pas forcément été réglé que pour le sec, parce que la journée de vendredi avait été pluvieuse, journée de samedi un peu plus sèche, mais voilà, ça a été une journée très animée, cette journée de dimanche. On pensait que la pluie éviterait le circuit du Mans, et puis au final cette intempérie a un peu surpris tout le monde, et ça a fait des dégâts. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Du côté de Fabio Quartararo, course pas simple. Alors sur ce débrief, je vais surtout me concentrer sur la course parce qu'il y a eu des telles différences de niveau entre les qualifs et les courses qu'il y a des mecs qui sont partis 15e et qui sont venus très vite devant, et des mecs qui sont partis en pôle et qui ont fini 10e du Grand Prix, donc 9e, même 9 ou 10. Quartararo, au 9. Donc il y a eu des grosses variations de rythme dans la course, donc je me concentre surtout sur le Grand Prix. Quartararo, il a tenté de se mettre en rythme très rapidement. Mais ça n'a pas vraiment marché, et puis au fur et à mesure du Grand Prix ça a été de plus en plus difficile. Au bout de 10 tours de course, il y a vraiment eu un trou noir entre 10 tours et 15 tours de course où là ça a été très compliqué pour lui. En fin de Grand Prix, il avait retrouvé un peu de rythme, mais c'était quand même pas excellent. Il finit premier Yamaha, mais c'est dire le niveau des Yamaha sur ce Grand Prix. Mais ça a été compliqué. Pourquoi ça n'a pas marché? Manque d'expérience sous la pluie. C'est la première fois qu'il faisait un Grand Prix complet sous la pluie. Il avait fait des séances d'essai, mais il n'y avait pas eu de course sous la pluie. L'année dernière, on n'avait pas de course sous la pluie, je crois me rappeler. Il y avait eu... Et puis, il a un manque d'expérience sur les conditions fraîches. C'est pas forcément des conditions qui l'affectionnent énormément. On se souvient de Phillip Island, par exemple, où il avait eu beaucoup de mal à gérer les pneus. Il était tombé en tout début de Grand Prix. Donc, c'est un domaine où il doit progresser, c'est dans les conditions difficiles. Il aime quand il fait très chaud, où il arrive à s'en sortir mieux que les autres. C'était le cas à Rérez, où il arrive à mieux maintenir les pneus que ses adversaires. Par contre, quand il fait froid ou quand il pleut, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc il a eu un Grand Prix difficile. Il finit 9e. Il limite bien la casse quand même, par rapport à Joan Mir. Dovizioso finit que 4e, donc il perd peu de points. Alors il doit se dire, putain, si Zarco avait fini encore plus fort, il aurait peut-être pu dépasser Andrea Dovizioso. Mais Fabio, il a fait
Il a fait des choses intéressantes sur ce Grand Prix, en essai, en course, ça s'est vraiment pas bien déroulé, donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à analyser sur cette course. Il finit quand même à 16 secondes du vainqueur, il finit à 10 secondes, plus de 10 secondes de Johann Zarco, donc il était quand même, il avait quand même un gap de performance, il finit sur les talons de Stefan Bradl, mais quand même derrière le pilote allemand qui a fait une belle course, mais on reviendra sur les pilotes Honda. Je continue avec Johann Zarco qui lui a fait une course surprenante. Ça prouve encore une fois que le fait qu'il soit chez Pramac l'année prochaine, c'est pas un mauvais choix pour moi de la part du Ducati de mettre Bagnaia dans le team officiel. Déjà parce que Bagnaia, Miller, on sait que ça marche bien en termes de relation entre ces deux pilotes. Et que deuxièmement, Zarco manque d'expérience encore sur la Ducati. On voit que Bagnaia, il lui a fallu plus d'1 an pour être performant sur cette machine. Zarco, il est performant un peu plus vite, mais tu sens que sur ce Grand Prix, il n'a pas encore toutes les données. Il n'a pas encore assez d'expérience parce qu'il fait des petites erreurs. Il part bien, il est très très bien parti, il se retrouve 5e. Et puis après, le rythme de course n'était pas bon. Et à un moment, il est quasiment 13 ou 14. Il y a des abandons devant lui, il arrive à remonter, et puis en fin de course, c'est lui qui fait des records de tour sur record du tour sur record du tour. Il a une marge en fin de Grand Prix qui est assez époustouflante. C'est dommage, il dépasse Oliveira vraiment sur la toute fin de Grand Prix, sur la ligne. C'est dommage qu'il ne se soit pas mis en rythme plus rapidement. Et c'est là où je comprends le choix de Ducati de ne pas l'avoir mis dans l'équipe officielle. Il faut encore qu'il mûrisse une petite année. Peut-être qu'en 2022, on pourra le voir dans l'équipe officielle, parce que si Bagnaia se comporte pas très bien, ou si Miller a du mal et n'arrive pas à gérer l'équipe autour de lui, ça pourrait profiter à Zarco s'il fait une saison 2021 également de qualité. Mais il doit encore acquérir de l'expérience sur cette machine. C'est bien parti, il s'en sort bien, mais là, il n'avait pas encore toutes les données, Enfin, il pouvait pas faire une course. On voit, il a encore du mal à faire une course complète de A à B jusqu'à l'arrivée, sans qu'il n'y ait pas des petites erreurs, du rythme encore qui manque un petit peu, ou des petites choses qui manquent. Donc c'est là où je pense que c'est un bon choix, parce que chez Pramac, il aura moins de pression. S'il réussit des bonnes courses, face à un adversaire qu'il ne faudra pas négliger quand même, le pilote qui est en ce moment dans le Team Ayo, qui est, je vais retrouver son nom, bien entendu, j'ai oublié le nom de ce pilote, c'est Jorge Martin, voilà, qui sera avec lui l'année prochaine, mais il aura un coéquipier qui n'a pas d'expérience, mais il faudra quand même qu'il le domine, mais il aura moins de pression que dans l'équipe Ducati où on attend un titre depuis des années. Donc c'est là où c'est bien pour Zarco, et il a fait un bon Grand Prix, il a fait des très bonnes choses, malgré tout, à lui d'être beaucoup plus constant sur une course. Ce qui lui manque un petit peu encore, c'est de la constance. On passe au pilote au top, je commence avec Danilo Petrucci, qui fait une très très belle course. Danilo Petrucci, c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là, ça faisait quasiment un an, hein. Plus d'1 an, enfin c'était quasiment l'année dernière au Mugello. Après le Mugello, ça c'était quasiment juste après sa victoire étant. Il avait été très très bon au Grand Prix de France aussi l'année dernière, il faut s'en rappeler, c'était le pilote Ducati le plus performant devant Dovizioso sur cette course. Il aime cette piste, pourquoi ? Parce que c'est une piste rapide avec des gros freinages, qu'il n'y a pas... Enfin, il y a beaucoup de virages où il n'y a qu'une trajectoire, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Ça convient bien à son style de pilotage. Et puis, c'est un circuit qui convient bien à Ducati. Même s'ils ont... Alors ça, c'est vraiment assez incroyable. C'est leur première victoire sur cette piste. Alors, on les a souvent vus à l'avant, du côté de chez Ducati, mais... si je ne me suis pas trompé de ce que j'ai lu, ça serait leur première victoire. De ce que je me rappelle aussi, de ne pas les avoir vus gagner sur cette piste, mais des fois je fais des erreurs. Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais du côté de Danilo Petrucci, j'ai trouvé que voilà, il y avait vraiment des très très belles choses. Il a fait un bon Grand Prix, ça fait du bien de le revoir, parce que c'est vrai qu'il était éteint depuis quelques courses. Il a dominé Dovizioso parce qu'il le colle à un petit baillot, dis donc, à 4 secondes, je m'en excuse. Donc, qu'est-ce qui m'arrive, un manque de rythme. C'est ce temps maussade qui me fatigue. Mais il a fait vraiment des très très belles choses. Après, bon, les prochaines courses sont pas forcément sur des circuits qui lui conviennent énormément.
Mais je pense qu'il a envie de bien finir quand même sa période chez Ducati parce que il y aura une nouvelle aventure qui va s'ouvrir chez Tech 3 avec KTM et qu'il a besoin d'arriver avec de la confiance dans cette équipe. Et pour ça, il faut qu'il finisse bien sa saison avec Ducati, donc c'est intéressant pour lui. Je continue avec Nakagami. Pourquoi Nakagami ? Eh bien tout simplement parce qu'il est encore 7ème et que c'est le seul pilote qui est tout le temps dans les points. Nakagami. Alors, je me moque souvent de lui en disant qu'il n'est pas rapide, c'est vrai, mais avec une moto qui n'est pas simple d'utilisation, la Honda, il arrive quand même à être tout le temps dans les points. Ils sont pas nombreux à être dans ce cas-là, c'est même le seul depuis le début de saison à avoir été tout le temps dans les points. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça lui permet d'être 5ème du championnat, Nakagami. D'être toujours en course pour un podium dans ce championnat. La victoire, ça semble un petit peu compliqué. Quartararo a 35 points d'avance sur lui. Mais c'est bien de le voir à ce niveau-là, Nakagami, cette année. Parce que c'était une année importante pour lui pour rester chez LCR. Il va rester chez LCR. Contrairement à Karl Crutchlow qui ne s'en sort pas. Il a fait une bonne course, il a fini remarquablement bien, je trouve, son Grand Prix. Il a fini bien. Il a eu un vrai trou noir, lui. Ça a entre 12 tours de l'arrivée et 5 tours de l'arrivée. Ensuite, il a retrouvé du rythme. À ce moment-là, il perdait beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'il s'est fait dépasser par Zarco qui avait un rythme incroyable en fin de course. Vous l'avez compris quelque chose sur la machine vraiment en fin de Grand Prix, puisque pour regarder le meilleur tour de Zarco, alors si j'ai l'info, Zarco, il y a 5 dixièmes entre son meilleur tour et le deuxième meilleur tour qui est celui de Johan Mir qui a fini fort également. Et si on prend par exemple Danilo Petrucci, il y a 1 seconde avec Miguel Oliveira, oui il y a 1 seconde avec Dovizioso, c'est 1 seconde 2, Quartararo 1 seconde 3, Morbidelli 1 seconde 8. Donc vous voyez la fin de course qu'a fait Zarco est assez incroyable. Mais du côté de Nakagami, je voulais mettre en avant cette régularité majeure depuis le début de saison. Je termine avec les pilotes au top avec Alex Marquez. Que dire du podium d'Alex Marquez ? On en a cassé du sucre dans son dos, Alex Marquez. On lui en a mis quand même un petit peu plein la gueule, Alex Marquez, et malgré tout, il n'a pas bronché. C'est-à-dire que la situation n'est pas simple, son frère est absent, c'est vraiment la pire situation qu'il pouvait avoir, véritablement. Alex Marquez, c'est-à-dire que son équipier est blessé, il n'a pas énormément d'expérience en moto, en moto GP, il a beaucoup d'expérience en moto 2, mais peu en moto GP. C'était un pilote qui est devenu champion, mais pas forcément avec la manière, non plus l'année dernière en moto 2. Il est arrivé sans confiance, il est tombé très vite avec cette machine dès le premier jour d'essai, donc il n'y a pas grand-chose qui fonctionnait. On l'a mis tout de suite sur le devant de la scène, il avait même du mal à dépasser Bradle sur quelques courses de la saison, à être meilleur que les remplaçants. Et puis là, je sais pas ce qui s'est passé sur ce Grand Prix. Il a fait un excellent warm-up, il faut le dire, et derrière en course, chapeau parce que il a eu un très bon rythme. Il finit fort, il fait pas d'erreur parce qu'un pilote qui pendant toute la saison se retrouve derrière et tout d'un coup est devant, il aurait tendance à faire des erreurs. Donc il a été solide mentalement, solide dans sa tête. C'est un peu une revanche quand même pour lui parce que dès le début de saison, il était sur la sellette. On l'a fait dégager avant même le début de la saison. Il s'est retrouvé chez Cecchinello en 2021, mais avant même qu'il fasse même ses preuves. Derrière, la vitesse n'était pas là. Et moi, je trouve qu'il faut être un peu comme Pierre Gasly, il faut être solide, comme vous êtes dans cette situation-là, pour rebondir. Et il a réussi à rebondir. Ça, c'est une très très belle chose. On continue avec les flops sur ce week-end de course. Je commence avec Alex Rins. Pourquoi flop ? Parce qu'encore une chute pour Alex Rins et pourtant il pouvait jouer un très très bon résultat. On sent que Johan Mir lui met de la pression. Que les très bons résultats cette saison de Johan Mir, ça lui met énormément de pression, qu'il a du mal vraiment à faire des résultats et surtout à être performant depuis le début de saison. Alex Rins. Je suis assez déçu, pour tout vous dire, de la saison d'Alex Rins. Blessé, c'est vrai, à Jerez, mais depuis, il n'a pas été performant.
il n'a pas réussi à retrouver du rythme, et ça, je trouve ça assez incroyable pour un pilote qui avait été très très bon l'année dernière, 4e du championnat. On ne parle pas d'un branquignol, qui est en constante évolution depuis son arrivée en MotoGP. Là, ça ne marche pas. Il est dominé par Joan Mir, il faut le dire, il y a un écart de points qui est assez incroyable. Et là, alors qu'il est en mesure de faire un bon résultat, il retombe un petit peu bêtement, il faut le dire, donc mauvais week-end. Bagnaia, pourquoi ? Pas vraiment dans le rythme. Alors, même en qualification, il est pas le meilleur des Ducati. Il est derrière Jack Miller, derrière Petrucci, derrière Dovizioso. Il est quand même à 4 dixièmes de Fabio Quartararo de la pole. Donc il est 7e. Mais sans être incroyablement rapide, il est qu'un dixième devant Johan Zarco. Donc qui était dernière Ducati, si on oublie Tito Rabat, qui cette année est vraiment en difficulté depuis quelques courses. La machine ne marche vraiment pas. Je rappelle qu'il y a une machine qui a 2 ans, Tito Rabat, donc c'est jamais facile. Pourquoi je mets Bagnaia en difficulté ? Parce qu'en course, ça s'est pas bien passé non plus. Il finit 13e. Derrière lui, il y a juste Alex Espargaro et Iker Lecuona. Il finit quand même à 33 secondes des pilotes de tête. Il finit donc à 28 secondes. Plus de 28 secondes de Johan Zarco, donc ça fait beaucoup pour un pilote qui lui aura de la pression l'année prochaine, chez Ducati, dans le team officiel italien. L'envie de voir un Italien gagner le titre sur une moto italienne, ça met la pression et il faudrait pas que ça le fasse déjouer Bagnaia, donc il va falloir qu'il remette un petit peu, retrouve du rythme. Après, il fait partie de ces pilotes qui avaient peu d'expérience en MotoGP sous la pluie, comme Morbidelli, Morbidelli un peu plus d'expérience, mais surtout comme Quartararo, comme Joan Mir, et on a vu ces 3 pilotes-là qui étaient arrivés l'année dernière, ont été en difficulté. Le seul qui s'en est bien sorti, c'est Miguel Oliveira, des rookies de l'année dernière, donc il faut saluer sa performance, mais c'est vrai que assez déçu quand même par Bagnaia. Puis je finis avec Maverick Viñales. Il est encore parti de manière catastrophique. On ne peut pas gagner un Grand Prix en partant d'aussi loin. Il faut qu'il le comprenne aujourd'hui, Viñales. Il faut qu'il travaille le départ. Je crois que c'est même pas vraiment la phase de démarrage. C'est vraiment le premier virage, quoi. Et là, encore une fois, il se fait embêter par Rossi, mais c'est récurrent. S'il démarre mieux, il ne se fait pas embêter par Rossi. Il passe. On ne peut pas finir 15e au bout du premier tour de course en partant 5e, je crois. Sur la grille de départ. Voilà, même en partant en pôle, il n'arrive pas à gagner des grands prix. C'est très compliqué pour moi de comprendre comment ça marche du côté de Viñales, mais aujourd'hui, il ne peut pas jouer le titre. Ses phases de départ ne lui permettent pas de jouer le titre. Il n'est pas assez constant sur sa saison, il démarre trop mal. Yamaha, à un moment, va en avoir marre. Et j'espère que ça ne sera pas dès l'année prochaine pour lui, parce que il se peut que ça soit compliqué de trouver un bon guidon en 2022 si les autres équipes voient ces mauvais départs, ces résultats vraiment en dents de scie pour le pilote espagnol. On passe au classement, j'avais un trou de mémoire, on passe au classement, pourtant c'est pas compliqué, au classement pilote, c'est toujours comme ça. Du côté des débriefs MotoGP, Fabio Quartararo en tête du classement avec 115 points, c'est-à-dire 10 points d'avance sur Joan Mir. Il est toujours avec 15 et 3, 18 points d'avance sur Andrea Dovizioso. Viñales à 19 points. Nakagami, donc, qui lui est en tête d'un deuxième peloton, 5e avec Morbidelli, 6e, Miller 7, Espargaro 8, Oliveira 9, Petrucci 10. Et puis n'oublions pas Johan Zarco 15 qui a marqué des points et qui remonte, qui se retrouve encore à égalité avec Alex Marquez, mais il a redépassé Pecco Bagnaia et ils sont à portée de tir de Valentino Rossi qui n'est que 11 points devant eux au classement constructeur. C'est Petronas qui est toujours devant, classement équipe plutôt que constructeur, qui a une trentaine de points d'avance sur le team Suzuki. Derrière on retrouve Ducati, Yamaha, KTM, Pramac, LCR, Tech 3, Repsol, Honda qui marquent des points, c'est leur meilleur week-end depuis le début de saison, et puis Avintia et Aprilia Racing Team. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao.